Bonjour et bienvenue dans cette séquence vidéo. Aujourd'hui, on va dire que tu passes en terminale. Tu passes en terminale S. Voilà, donc tu vas préparer le bac, on va dire cette année. Ou bien tu es en vacances et que tu voudrais t'entraîner, ou bien je sais pas, c'est la veille du bac. Voilà, tu as beaucoup de choses que tu as déjà révisées. Maintenant, tu voudrais faire un peu le tout. Donc, je vais te montrer toutes les notions, tous les chapitres que tu dois connaître, que tu dois savoir en terminale S pour mieux affronter ton baccalauréat, pour mieux le préparer. Donc voilà, c'est ce que je vais te montrer. Je ne vais pas te les expliquer, je vais te le montrer sous forme de carte mentale. Je vais te montrer des petits dessins, voilà, c'est tout. Je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais je vais juste te montrer toutes les notions que tu dois savoir en terminale S, spécialité et spécifique et spécialité pour mieux affronter ton brevet. Voilà, donc voilà, c'est parti. Le premier chapitre, on va dire comme ça, sont les suites. Tu dois connaître le raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence, l'axiome de récurrence. Pn est vrai pour un entier n0. Donc pour tout entier k supérieur ou égal à n0, pk est vrai. Ça implique que P de K plus 1 est vrai. Alors Pn est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à n0. Donc voilà, pour démontrer, pour faire le raisonnement, la récurrence, voilà son axiome. Voilà comment ça se passe. Alors pour raisonner par récurrence, tu fais 3 étapes. Tu as l'initialisation, tu as l'hérédité et tu as la conclusion. Je ne te les explique pas, je t'ai bien dit. Je te présente juste les notions que tu dois connaître. Ou bien que tes professeurs t'ont expliqué durant toute l'année scolaire, ou bien que tes professeurs vont t'expliquer pendant à la rentrée, tout ça, ou bien tout simplement si tu voudrais t'entraîner pendant les vacances. Voilà, je te présente ces notions. Maintenant, à toi de voir voilà, des vidéos sur YouTube pour te préparer. Voilà, donc tu dois connaître la récurrence, l'axiome de récurrence. Tu dois connaître le raisonnement par récurrence qui est en 3 étapes, l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Voilà, ça c'est la première partie. Voilà, on continue. Voilà, tu dois connaître ce que c'est qu'une suite divergente. Une suite divergente, la définition des suites divergentes, la définition d'une suite convergente. Tu dois connaître les définitions des divergences des suites monotones. Tu dois connaître les limites des suites. Les limites des suites. Limites des suites usuelles. Voilà les suites usuelles. N puissance K. Qui te donne plus l'infini, racine de n, la limite de racine de n qui donne plus l'infini. Si k est supérieur à 1 strictement, la limite de k puissance n te donne plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, ça on appelle ça les limites des suites usuelles. Tu dois aussi connaître des théorèmes dans les suites, théorème de comparaison pour comparer, théorème des gendarmes, théorème d'opération sur les limites, tableau de la somme du produit et du quotient, et limite des suites monotones. Une suite croissante et majorée et convergente, une suite décroissante et minorée et convergente. Voilà, tu dois connaître, sont les notions que tu dois connaître. Je pense que tes professeurs t'ont expliqué durant toute l'année, ou bien vont t'expliquer, ou bien tu te prépares. Voilà, tu mets pause et puis tu fais des recherches. Tu peux faire des recherches pour travailler par toi-même. Voilà, donc je ne te les explique pas, mais je te les présente tout simplement. Alors donc on va continuer maintenant. Alors, on passe maintenant à l'étude des fonctions, on va dire ça comme ça. Alors, tu dois savoir ici ce que c'est qu'une composition. Une composition. Si la limite de f de x est égale à b, quand x tend vers a. Si limite de g de x de grand x est égale à c, quand grand x tend vers b, alors limite de g de f de x, ça c'est une composition. Les fonctions composées. Quand grand x, petit x tend vers A, te donne C. Voilà, ça c'est la composée de 2 fonctions. Voilà, ici tu dois connaître soit f une fonction et un une suite définie pour tout entier n par un est égal à f de n. Donc si la limite de f de x te donne L, voilà, alors la limite de un est égale à L. Donc ça c'est on va chercher la limite de un à partir de celle d'une fonction, Alors donc, tu dois connaître ça. Ici, soit f une fonction définie sur l'intervalle i et un une suite dont tous les termes appartiennent à i. A et B désignent les réels. Voilà, si la limite de un est égale à A et la limite de f de x est égale à B quand x tend vers A, alors la limite de f de un
est égal à B. Ça fait partie de la composition de fonction. Alors, tu dois connaître aussi les limites de f de x. Et ben voilà, en plus ou moins l'infini qui donne l'infini. Alors, si la limite donne un réel L quand x tend vers plus ou moins l'infini, alors y est égal à L, c'est une asymptote horizontale. C'est une asymptote horizontale, tu dois connaître ça aussi. Alors, tu dois connaître le théorème de comparaison. Voilà, c'est le théorème des gendarmes. Si tu as deux bandits ici, F et H, non, si tu as deux gendarmes ici, un gendarme F et un gendarme H qui encadrent un bandit, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Si les deux gendarmes vont à gauche, eh ben, le bandit va aller à gauche. Si les deux gendarmes vont à droite, eh ben, le bandit va aller à droite. Pourquoi? Parce qu'il est encadré. Si le bandit va en haut, eh ben, non, si les deux gendarmes vont en haut, eh ben, le bandit qui est au milieu ira en haut. Si les deux gendarmes vont en bas, eh ben, le bandit, eh ben, il ira en bas. C'est ce que ça veut dire le théorème des gendarmes. Donc, si G est compris entre F et H, mais si F tend vers L et H tend vers L, alors G va tendre vers L tout simplement. C'est ce que ça voudrait dire. Si F et H vont à gauche, alors G va aller où? Eh bien à gauche avec eux. On appelle ça le théorème des gendarmes. Ça c'est une comparaison. Eh bien voilà, donc il faut connaître f de x inférieur ou égal à g de x. Alors je vais continuer, je vais dérouler un peu. Je vais dérouler juste un peu. Alors tu dois savoir ce que c'est qu'une majoration. Eh bien une majoration, si la limite de g de x te donne moins à l'infini, alors si, voilà, ça c'est la condition. Eh bien voilà, tu as la condition. Si f de x est inférieur à g de x, si la limite de g de x te donne moins à l'infini, alors la limite de f c'est quoi? C'est moins l'infini normalement, parce que f est plus petit que g. Eh bien tu as la minoration, voilà encore la condition de départ. Alors minoration, si la limite de f de x c'est plus l'infini, eh bien voilà, alors la limite de g ce sera quoi? Eh bien, ce sera aussi plus l'infini, tout simplement. Eh bien, voilà. Donc, c'est ça. Alors, on va continuer. Mais pourquoi? Parce que f est plus petit que g. Si la limite du plus petit se donne plus l'infini, mais la limite du plus grand va donner plus l'infini aussi. Eh ben voilà, j'espère que tu comprends ça. Pourquoi? Parce que f est plus petit que g. Si la limite de f, c'est 2. À ton avis, celui qui est plus grand, la limite de G, ça va donner quoi? Ça ne peut pas donner 2, ça ne peut pas donner 1, parce que G est plus grand que F. Donc, il va donner soit 2 ou bien plus que 2. Eh bien, voilà, c'est ça ici. Si F est plus petit que G, alors la limite de F, et si la limite de F c'est plus l'infini, alors la limite de G sera plus l'infini. Alors ici, tu as opération sur les limites. Il faut connaître le tableau de la somme du produit et du quotient des limites, bien sûr. Et maintenant, si tu as, ça c'est une asymptote verticale, x égale a, c'est lorsque la limite de f de x te donne l'infini. Si ça te donne l'infini et quand x tend vers a, alors la droite d'équation x égale a est une asymptote verticale à la courbe, on va dire, de la fonction. À la courbe de la fonction. Donc ça sont des notions que tu dois connaître. Ce sont des notions que tu dois connaître afin de mieux aborder, on va dire, ton baccalauréat. Tu vas les apprendre durant toute l'année. Tes professeurs vont te les apprendre, ou bien tes professeurs te les ont apprises. Et voilà, et je pense qu'ils te les ont bien expliquées. Et voilà, donc je vais avancer. Alors, je t'ai mis une autre carte mentale. Sur théorème des valeurs intermédiaires. Continuité des fonctions usuelles, dérivabilité des fonctions, c'est des notions que tu dois connaître. La définition, voilà, tableau des dérivés des fonctions usuelles, tu dois savoir ce que c'est que les dérivés des fonctions usuelles. Par exemple, je vais recommencer par ici. F est dérivable en A en un point, si la fonction, si tu as cette relation, tend vers un nombre réel. Quand h tend vers 0, si h tend vers 0 et ça tombe vers un nombre, on dit f est dérivable en A. Et ça se note comme ça. C'est noté f' de A. On dit que si f est dérivable sur l'intervalle i, si f est dérivable en tout nombre réel x de i. Donc la fonction f', la dérivée, on l'écrit comme ça, on dit f', donc bien f' de x. Voilà, ça c'est des notions de dérivabilité. Les notions de dérivabilité que tu dois connaître. Donc dérivabilité des fonctions. Dérivabilité en un point A. Dérivabilité sur un intervalle i, donc tu dois connaître le tableau des dérivés des fonctions usuelles. Je vais dérouler un peu, tout un peu seulement. Voilà, non, je vais remonter d'abord.
Je vais remonter. Bon, ici, tu as le théorème des valeurs intermédiaires. Qu'est-ce qu'il dit? Si f est une fonction continue, ah ben voilà, il faut d'abord savoir ce que c'est que la continuité. Si f est une fonction continue sur un intervalle AB, alors pour tout cas compris entre f de A et f de B, il existe au moins un réel C compris entre A et B, tel que f de C est égal à A. C'est ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Tu dois connaître ça, le théorème des valeurs intermédiaires. La continuité, c'est quoi? Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle AB, pour tout cas compris entre f de A et f, alors l'équation f de x est égal à A admet une unique solution dans l'intervalle AB. Ça, c'est le corollaire, on va dire ça comme ça. Ça, c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Ben voilà, donc c'est des choses que tu dois, c'est des notions que tu dois connaître. Bon, je vais passer ici continuité des fonctions usuelles. J'ai bien dit, je ne te les explique pas. Ce sont des notions que tu dois connaître pour mieux faire ta terminale S, on va dire comme ça. Alors, continuité des fonctions usuelles. Une fonction dérivable sur un intervalle I est continue sur I. Mais dès que vous avez une fonction qui est dérivable, alors elle est continue sur le même intervalle. Donc, je reprends. Une fonction dérivable sur un intervalle I est continue sur I. Et bien voilà, j'ai donné la définition ici. F est continue sur I lorsqu'on peut tracer sa courbe représentative sans lever le crayon de la feuille. Alors, si vous pouvez tracer la courbe d'une fonction sans lever le crayon de la feuille, alors on dit que la fonction est continue sur I. Alors, les fonctions polynômes et les fonctions carrées sont continues sur leur ensemble de définitions. Les sommes, les produits, les quotients et les composés, ça c'est des fonctions. Les fonctions de fonctions continues sont des fonctions continues sur les intervalles formant leur ensemble de définitions. Voilà, ça c'est des notions que tu dois. Je t'ai bien dit, je ne te les explique pas, je te les présente seulement. C'est des notions que tu vas avoir durant toute l'année, ou bien que tu as vu, ou bien que tu vas, certainement, et tes professeurs te l'ont mieux expliqué, ou bien vont encore te les expliquer cette année. Alors donc, je vais avancer. Alors, je t'ai mis une autre carte mentale, voilà, de la fonction exponentielle. Tu dois connaître les limites de la fonction exponentielle. On les appelle les limites classiques. Les limites classiques ou les limites remarquables. Les limites remarquables, tu dois les connaître. Tu dois connaître la définition de la fonction exponentielle, qu'elle se note comme ça, expo de x. On lit ça, expo de x. Tu dois connaître, elle est définie dans R. Tu dois connaître sa définition. Tu dois connaître ses propriétés fonctionnelles. Voilà, ça, ce sont ses propriétés ici. Expo, c'est comme les puissances. Et ben voilà, donc, voilà, je te présente juste. Tu dois connaître encore cette propriété que la fonction expo est toujours positive. Expo de x est toujours positive. Voilà, tu dois connaître ses variations. Voilà son tableau de variation. C'est de moins l'infini à plus l'infini. Ça va de 0 à plus l'infini. C'est croissant. Expo est toujours positive. Et bien voilà sa courbe. Et bien tu vois sa courbe, elle monte. Et et bien voilà, c'est la base de l'expo. On dit c'est 2,718. Ça vaut 2,718. Alors tu dois connaître des égalités et des inégalités. Voilà que quand tu as expo de x égale expo de y, tu mets x égale y. Quand tu as expo de x inférieur ou égal à expo de y, tu mets x est inférieur ou égal à y. Et la dérivabilité, comment dérive-t-on la fonction expo? Voilà, la dérivée. Tu dois connaître la dérivée de la fonction expo. La fonction expo de u, sa dérivée c'est u' expo de u, tout simplement. La dérivée, je reprends, de la fonction expo de u, c'est u' expo de u. Et bien voilà, donc ça c'est des notions que tu dois connaître. Je vais passer au suivant. Alors je passe maintenant à la fonction logarithme n'est peu rien. La fonction logarithme ln, on va dire. Tu dois connaître sa définition, tu dois connaître ses limites classiques comme tout à l'heure. Tu dois connaître ses propriétés ici. ln de e est égal à 1, ln de 1 est égal à 0. ln de x, c'est équivalent à x. Si tu veux chercher x ici, ça fait x égale expo de y. Donc, on dit logarithme népérien. Ça se note ln. On dit la fonction ln. C'est la réciproque, en fait, de la fonction expo. La fonction ln, elle est définie de 0 à plus l'infini. Ah ben voilà. C'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle que je t'ai expliqué tout à l'heure. Tu dois connaître ses propriétés. Voilà, que si tu as, ça c'est les propriétés de ln, tu les regardes. On dit ln de xy,
ln, ça veut dire logarithme népérien, ah ben voilà, ça fait ln de x plus ln de y, ln de 1 sur x, ça te donne moins ln de x, et ainsi de suite. Ça, ce sont les propriétés. Tu dois connaître sa dérivée, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, c'est u' sur i. Et ben voilà son tableau de variation, ça va de 0 à plus l'infini, son intervalle image c'est moins l'infini à plus l'infini, et voilà sa courbe représentative. Et ben voilà donc ce qu'il faut connaître sur la fonction logarithme népérien. Alors donc je vais continuer. Alors, on va passer aux fonctions sinus et cosinus. On les appelle encore les fonctions trigonométriques ou les fonctions circulaires. Alors, tu dois connaître la parité. Quand est-ce que la fonction cosinus est paire? Eh bien, la sinus est impair, je veux dire, autant pour moi. La fonction sinus, elle est impaire. La fonction cosinus, elle est paire. Eh bien, quand elle est paire, ça voudrait dire que là, elle est symétrique par rapport au y. Donc, sa courbe sera symétrique par rapport au y. Et quand elle est en paire, sa courbe sera symétrique par rapport à l'origine, Donc ici, il y aura, il y aura un axe de symétrie. Eh bien, ici, il y aura un centre de symétrie. Voilà, ça, c'est la parité. Donc, ce que tu dois connaître sur les fonctions sinus et cosinus, c'est sa parité. Tu dois connaître aussi leur périodicité, voilà, leur courbe représentative, c'est ça. C'est des courbes sinusoïdales. Eh ben voilà, c'est des sinus. Il y a une période, c'est comme en physique. Ben voilà. Donc voilà leur périodicité. Sinus de x plus 2pi, ça te donne sinus de x tout simplement. Cos de x plus 2pi, ça te donne cos de x. Ça, c'est la périodicité. Eh ben, tu dois connaître aussi leurs limites. Sinus et cosinus n'ont pas de limite en l'infini. Eh ben voilà. Sinus et cosinus n'ont pas de limite en l'infini. Là, ça, c'est une limite classique. Quand tu vois sinus de i sur x quand x tend vers 0, eh ben, tu mets 1. Eh ben, la dérivée de sinus, c'est cos de x. La dérivée de cos de x, c'est moins sinus de x. Eh ben, voilà, ça, c'est les fonctions trigonométriques, c'est les fonctions circulaires, les fonctions sinus et cosinus que tu dois connaître dans ton année de terminale. Alors maintenant, on va passer aux primitives, aux intégrales, aux primitives et aux intégrales. Les intégrales, en fait, c'est une primitive. C'est une primitive, on va dire ça comme ça. Sauf que il y a encore des calculs à faire. Alors, une primitive, c'est avec majuscule, grand F. Ça s'écrit comme ça. Voilà. F est une primitive de petit f, la fonction. Donc la fonction, on va te la donner, elle a une maman. La primitive, je peux dire que c'est un peu comme sa maman. Eh ben voilà, sa maman. Donc, petit f, c'est la fonction, et f', c'est la dérivée, et grand F comme ça, F majuscule, on dit c'est la primitive. Voilà, donc f' de x. Si vous dérivez la primitive, vous trouvez f. Si tu dérives la primitive, tu vas trouver f. Donc, il faut connaître des notions de primitive. Primitive d'une fonction f, voilà. Donc, petit f, une fonction définie sur un intervalle. Grand F est une primitive de f sur i. Si grand f est dérivable sur i et f' est égal à petit f. Donc, les primitives, ça se note grand f comme ça. La primitive d'une fonction petit f se note grand f. Si vous avez la primitive et que tu veux calculer la fonction, tu dérives la primitive, tu vas trouver la fonction. Ouais, c'est ce qu'on a mis ici. Alors, ordre et positivité, ça, c'est les intégrales d'une fonction. Avec les intégrales, on calcule l'air, on fait les calculs d'air. Alors, il y a aussi dans les intégrales la relation de Charles. Donc là, voilà ici la relation de... Regarde bien ici, de A à C égale de A à B plus de B à C. Regardez, il y a B et B ici. Charles dit, si vous avez AB plus BC, on trouve AC. Donc, dans les intégrales, tu as aussi Charles. Alors, les intégrales, ça aide, calcul des intégrales. Avec ça, on peut calculer. Voilà comment ça se calcule. L'intégrale de A à B de f de x dx est égale la majuscule, donc la primitive de B, moins la primitive de A. Donc, on fait f de B moins f de A. Donc, vous voyez, intégrale, c'est lié aux primitives, à la notion de primitive. Et ici, tu as les propriétés, on va dire comme ça, de l'intégrale. Tu as la propriété de positivité et tu as la propriété de l'ordre. Positivité, ça voudrait dire que l'intégrale est positive. La positivité de l'ordre, ça voudrait dire si f est plus petit que g, alors l'intégrale de f sera plus petite ou égale à l'intégrale de g.
Ça, c'est des notions que tu dois connaître. Intégrale et primitive. Alors, la géométrie, ça commence à venir. Maintenant, on va passer au nombre complexe. Au nombre complexe, on dit c'est l'ensemble C des complexes. Tu dois connaître sa forme algébrique. Tu dois connaître la définition d'un nombre complexe. Tu dois connaître les opérations, c'est-à-dire notamment d'addition, de soustraction de deux nombres complexes, de produit de deux nombres complexes, l'inverse d'un nombre complexe, le quotient d'un nombre complexe. Tu dois connaître tout ça. Tu dois connaître résoudre les équations du second degré dans C. C, c'est l'ensemble des nombres complexes. Complexe, regarde, c'est C ici. Dans l'ensemble, C. Tu dois connaître la représentation géométrique d'un nombre complexe de la forme Z est égal à X plus IY. Ça, c'est la forme algébrique. La forme algébrique d'un nombre complexe. Alors, tu dois connaître la fixe d'un vecteur, la fixe d'un point. Tu dois connaître ce que c'est qu'une partie réelle. Ça, c'est la partie réelle, le X. Tu dois connaître la partie imaginaire, le Z, le Y. Autant pour moi, le Y. Voilà. Et tu dois savoir que le Y s'appelle l'imaginaire pur. L'imaginaire pur, donc voilà. Et ici, que chaque fois que tu vois I carré, tu mets moins 1. Chaque fois que tu vois I carré, tu mets moins 1. Voilà. Et là, ça, c'est la forme algébrique d'un nombre complexe. X plus IY. Et que leur ensemble des nombres complexes, ça se note grand C. Grand C. Donc ça, c'est le nombre complexe forme algébrique. Nombre complexe forme algébrique. Voilà. Donc ça, c'est une carte mentale sur les nombres complexes. On va continuer. Alors, une autre carte mentale sur les complexes, voilà, nombre complexe, forme exponentielle. Dans les complexes, il y a aussi des exponentielles. Donc, tu dois connaître la forme exponentielle. Ici, ça, c'est le module qu'on note petit r, l'argument qu'on appelle aussi θ. Donc, et ça, c'est la forme exponentielle. Z, c'est comme ça. Z, c'est le nombre complexe qui est égal au module fois expo de Iθ. Iθ, c'est l'angle. Tu dois connaître les propriétés. Voilà, expo de Iθ, ça te donne cos θ plus I sinus θ. On appelle ça la forme trigonométrique. La forme trigonométrique. Ici, tu as la forme exponentielle. Ça, c'est la forme trigonométrique. Tu dois connaître les propriétés. Alors, il y a des propriétés. Le module de moins z, c'est le module de z. L'argument de moins z, c'est l'argument de z plus pi, de kpi. Le module de z bar, c'est le module de z. L'argument de z bar, c'est moins l'argument de z bar de kpi, ou bien de pi. Alors, l'argument de z doit être différent de 0. Alors, on dit c'est une mesure de l'angle orienté. Tu dois connaître ça. Le module, c'est tout simplement les distances. Un module, c'est une distance. Tu vois, c'est une longueur, comme tu as l'habitude de le faire très simplement. Alors, la forme trigonométrique. La forme trigonométrique. Ah non, ici, ça, c'est une propriété. C'est vrai, ça, c'est une propriété. Ici, c'est la forme trigonométrique. Ça, c'est la forme trigonométrique. R, Z égale R, facteur de cos θ plus I sinus θ. On appelle ça la forme trigonométrique. Pour connaître la forme trigonométrique, tu dois connaître le module R et puis l'argument. L'argument, ça veut dire l'angle. L'argument, c'est l'angle. Et de même pour la forme exponentielle, tu dois connaître le module et tu dois connaître l'angle, l'argument ici. L'argument, c'est l'angle. Angle et argument. Tu dois aussi connaître les opérations. Donc on appelle ça les interprétations géométriques. Tu dois les connaître dans les nombres complexes. Tu dois connaître la longueur et module. Donc AB, on dit longueur ou module. Donc opérations sur les modules et les arguments. Tu dois connaître les opérations sur les modules et les arguments. Alors donc voilà, je vais continuer. Alors on va passer, on va dire comme ça, à géométrie dans l'espace, Position relative d'une droite et un plan. Tu dois connaître ça. Alors quand ils sont strictement parallèles. Quand les deux sont séquents en un point, donc une droite et un plan peuvent être parallèles ou strictement, peuvent être séquents en un point. Tu dois connaître aussi droite incluse dans un plan. Une droite peut être incluse dans un plan. Voilà. Tu dois connaître les positions relatives de deux droites, position relative de deux droites, position relative de deux plans. Alors, je commence par deux droites. Si position relative de deux droites, elles sont coplanaires séquentes en un point, coplanaires strictement parallèles, coplanaires confondues. Elles peuvent être non coplanaires, non orthogonales, non coplanaires, orthogonales. Voilà, ça c'était pour deux droites. Pour deux plans, ils peuvent être séquents en une droite, parallèles confondus, parallèles strictement. Donc là maintenant je vais passer au parallélisme.
Alors, parallélisme et orthogonalité, eh ben voilà. L'orthogonalité, tu dois connaître d'une droite et d'un plan. Quand est-ce qu'une droite et un plan sont orthogonaux? On va dire ça comme ça. Eh ben, l'orthogonalité, ça veut dire perpendiculaire tout simplement. Quand est-ce que deux plans sont orthogonaux? Tu dois connaître les propriétés fondamentales du parallélisme pour les plans, pour une droite et un plan, et pour les droites. Eh ben voilà, donc je vais passer à une autre carte mentale, Alors ici, tu as une autre carte mentale sur la géométrie vectorielle. La géométrie vectorielle, les vecteurs. Eh ben voilà, tu dois savoir la définition. Tu dois connaître les théorèmes. Je prends les théorèmes. Ici, c'est la coplanarité, on va dire ça comme ça. Tu dois connaître les théorèmes de la coplanarité. Eh ben ici aussi, eh ben voilà. Ici aussi, tu dois connaître ça. Tu dois connaître la caractérisation vectorielle des plans. Ah ben voilà, donc voilà, c'est fait ici. Tu dois connaître la caractérisation vectorielle des droites. Eh ben des droites, eh ben c'est qui est fait ici. Parallèle, collinéarité, vecteur directeur, ces notions, tu dois les connaître. Ici, tu dois, ça encore c'est une caractérisation vectorielle. Ici, ça veut dire que les deux sont collinéaires. Eh ben voilà. Tu dois, après la définition, tu dois vecteur de l'espace. Maintenant, les repères de l'espace, ça veut dire avec trois coordonnées, x, y, z. X, une abscisse, y, on va dire une ordonnée, et z, l'altitude ou la côte. Tu dois connaître les théorèmes. Eh bien, les théorèmes. Tu dois connaître les représentations paramétriques des droites et des plans. Et tu dois connaître quelques définitions aussi, Alors ça, c'est de la géométrie vectorielle, Ah bien alors, je vais... Alors, une autre carte mentale, cette fois-ci sur le produit scalaire dans l'espace. Tu dois connaître la définition. Tu peux lire, tu mets pause. Tu dois connaître l'expression du produit scalaire dans l'espace. Tu dois connaître les propriétés, normes d'un vecteur orthogonaux. Définition encore, d'un vecteur normal en plan, d'un vecteur normal. Tu dois connaître l'équation cartésienne d'un plan. Tu dois connaître les plans perpendiculaires, des plans parallèles, droite perpendiculaire à un plan. Ça, c'est du produit scalaire. Alors, conditionnement indépendant, ça c'est les probabilités conditionnelles. Les probabilités conditionnelles que tu dois connaître. Tu dois connaître la définition d'une probabilité conditionnelle, les propriétés des probabilités conditionnelles. Tu dois connaître la pondérée, faire la pondérée, parce qu'en probabilité, on fait toujours les arbres. C'est très important. Tu dois connaître ce que c'est qu'un événement indépendant. Indépendant. Alors, A et B sont indépendants. Si A et B sont indépendants, alors le non A, on va dire le contraire de A aussi, et B sont indépendants. Tu dois connaître on va dire cette égalité. Alors, tu dois aussi connaître ça, cette autre égalité. Ça, quand ils sont indépendants, on a ceci. Quand ils sont indépendants, on a aussi cela. Voilà, donc la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1. Si tu fais ça, tu dois trouver 1. Si tu fais tout ça, tu dois trouver 1. Si tu fais ça et ça, tu dois trouver 1. Ça et ça, tu dois trouver 1. C'est ce que ça voudrait dire. La probabilité d'un chemin, dont en fait tu peux lire tranquillement, c'est des notions que tu vas avoir cette année, que tu verras cette année. On va passer à la carte mentale suivante. Alors, tu verras les lois à densité. Les lois exponentielles, le paramètre lambda positif. Alors, tu dois connaître la définition, fonction densité d'une variable aléatoire, et tu dois connaître les lois uniformes. Voilà, les fonctions de densité d'une loi uniforme sur un intervalle AB. Pour une variable aléatoire qui suit la loi uniforme, tu dois connaître l'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur un intervalle AB. Tu dois connaître la loi exponentielle, l'espérance d'une variable aléatoire, voilà. Tu dois connaître les variables qui suivent la loi exponentielle, le paramètre lambda, les fonctions de densité de la loi exponentielle. Ça, c'est des notions que tu verras. Voilà, donc tu peux déjà les rechercher, on va dire comme ça, sur YouTube, sur Internet. Tu les prépares ou bien tu patientes. Tes profs vont mieux te les expliquer à la rentrée. Alors, on continue. Voilà, ici, je t'ai mis le théorème de Moivre-Laplace que tu dois connaître. Voilà, tu dois connaître les lois normales, leur définition, ici, les lois normales. Tu dois connaître
les théories d'estimation. Voilà, intervalle de confiance d'une proportion de seconde. Une proportion, ça, on voit ça depuis la classe de seconde. Les estimations d'une proportion. Tu dois connaître les fluctuations, définition, ah ben voilà, d'une fluctuation, règles de prise de décision. Eh ben ici, les lois normales, tu dois connaître leurs théorèmes. Eh ben, ce sont des choses que tu apprendras cette année. Eh ben, on va continuer. Alors, tu dois... Maintenant, ça, c'est le programme de spécialité. Eh ben, si tu vas faire spécialité, eh ben, tu dois connaître l'arithmétique. Alors ça, maintenant, c'est le programme de spécialité. Tout ce qu'on a fait avant, c'est le programme de celui qui va faire, on va terminer à S spécifique. Eh ben, voilà, qui ne fait pas de spécialité maths. Par exemple, il peut faire spécialité SVT ou bien spécialité physique. Alors, si tu fais spécialité, on va dire maths, tu auras à apprendre l'arithmétique, les divisions euclidiennes dans Z. Je vais dérouler tout ça. Tu vas apprendre les PGC, des PPMC, théorème de Bézout. Tu vas apprendre tout ça. Donc, on va continuer. Donc, tu dois savoir ce que c'est que des nombres premiers. Des nombres premiers, eh ben, je vais dérouler des nombres premiers. Eh ben, je vais aller de ce côté. Eh ben, voilà, tu dois savoir ce que c'est que des nombres premiers. Je vais remonter. Tu dois faire de la congruence, les notions de congruence que tu dois connaître aussi. Eh ben, voilà, eh ben, ça c'est de l'arithmétique. Alors maintenant, on va passer aux matrices. Eh ben, voilà, tu dois connaître. Si tu fais spécialité, tu apprendras les matrices. Eh ben voilà, vous voyez, matrice, c'est le programme de spécialité. Tu dois connaître les généralités sur les matrices. Eh ben, je vais dérouler. Comment additionner deux matrices ici. Multiplier, on va dire comme ça, deux matrices aussi. Eh ben voilà, je vais mettre vers le milieu. Alors, c'est parti. Multiplication de deux matrices. Multiplication par un réel. Tu dois connaître les matrices carrées. Eh ben voilà. Donc... Important, tu dois connaître, manipuler une calculatrice TI, 83 le minimum, soit 82 stats ou modèle supérieur. Tu dois bien connaître ta calculatrice, c'est très très important. Ah ben, quand on est en terminale S, ça c'est une TI. Je vais te mettre une Casio maintenant. Ah ben, non, ça c'est pas la Casio. Bon, voilà. Tu dois connaître la Casio. Si tu utilises la Casio Graph 35 plus ou modèle supérieur. Donc le minimum c'est 35 plus. Le minimum, c'est 35 plus ou bien modèle supérieur. Alors, tu dois connaître, je vais dire, après les calculatrices, je vais revenir ici. Les algorithmes, tu dois connaître ça. Tu dois connaître les algorithmes. Tu dois connaître les tableurs. Tu dois au moins, je ne dis pas de tout connaître dans un tableur. Tu dois connaître au moins un peu manipuler Excel, par exemple, ou OpenOffice. Voilà. Je ne sais pas trop, Excel, tu dois connaître un peu. Ça, c'est un logiciel de géométrie dynamique 3D, GeoGebra. Tu dois connaître un peu. Je ne dis pas que tu dois devenir expert là-dedans. Voilà, tu dois connaître un peu. Et puis, je pense que si tu connais déjà ces calculs-là, voilà, je pense que tu es prêt pour ton. Donc, voilà toutes les notions, on va dire comme ça, toutes les notions que tu vas apprendre cette année avec tes professeurs à l'école. Quitte à toi, si tu veux déjà t'entraîner un peu, tu peux déjà le faire. Tu peux commencer à t'entraîner pendant les vacances pour connaître déjà les 5 premiers chapitres de la rentrée de l'année prochaine. Comme ça, tu seras mieux préparé. Cette séquence vidéo, cette leçon sur tout ce que tu vas apprendre, l'année prochaine au bac en terminale S est à présent terminée. Je te remercie pour ton attention et à très bientôt.